Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du DD. Aujourd'hui, puisque c'est l'hiver, je vous parle d'isolation, de chauffage. C'est le moment de s'y intéresser. Sommaire. Dans ce magazine, découvrez ou redécouvrez les maisons passives parmi les plus performantes en termes d'économie d'énergie. Ça se passera à Neuve-Église dans une maison témoin à Ossaturbois nommée Chloé. Autre maison toujours en bois, celle de la famille Rossi. Pour pouvoir construire une maison basse consommation à moindre coût, ils ont tout simplement fait sponsoriser leurs travaux. Je vous emmènerai aussi à Vasselonne pour une nuit de la thermographie. À l'aide d'une caméra, on prend la température des maisons. Enfin, dans l'élémentaire, on parlera d'énergie solaire. Les prix de l'électricité et du gaz augmentent sans cesse. La législation sur les bâtiments exige maintenant des performances énergétiques sur les nouvelles constructions qui sont plus élevées qu'auparavant. Mais il reste souvent un frein à tout ça. C'est le prix des bâtiments dits basse consommation. Donc vous avez trouvé un système assez malin finalement pour faire réduire la facture. Vous faites sponsoriser votre maison. Oui, bonjour. Effectivement, on fait sponsoriser notre maison. L'idée part du sponsoring mariage qui existait déjà et on l'a appliqué à la maison, c'est-à-dire qu'on demande en fait à l'ensemble de nos fournisseurs de nous faire un prix, une remise ou une gratuité et en échange de quoi on anime des pages sur le net, à savoir un blog qui s'appelle rossibbc.com, une page Facebook, YouTube. Alors pour être clair, la réduction au final ce sera 14% à 1 ou 2% près, mais il est évident que on n'a rien sans rien et que ça coûte un peu de temps, d'énergie. Ils réagissent comment les artisans quand vous venez les voir en leur proposant ce type de partenariat? En général, ça s'est très bien passé puisqu'on a eu des réponses négatives, je ne vais pas vous mentir, mais globalement ça se passe bien. Parce qu'en fait, c'est une idée d'abord qui est nouvelle. Et ensuite, nous on s'adresse à des PME, des petites entreprises qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leur communication. Vous avez choisi de construire cette maison suivant des normes de performance énergétique assez élevées qui vont même au-delà du BBC aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait logique en 2012, puisqu'on a commencé l'an dernier bien évidemment, de construire une maison qui soit respectueuse de l'environnement. Et comme vous le disiez en introduction, les prix de l'électricité, du gaz et du pétrole sont tellement chers qu'aujourd'hui il faut quand même faire très attention à ça. Et avec une maison BBC 2020, on va avoir une facture qui par rapport à notre maison actuelle va être divisée par 5 ou par 6. Ici, le poste le plus important en dépenses énergétiques, c'est l'électricité pour l'eau chaude. Ce sera même pas le chauffage. On a 30 cm d'isolation dans les plafonds et les rampants donc VMC double flux avec une mini pompe à chaleur pour le chauffage et pour les grands froids et aussi pour le côté esthétique et confort, un poêle à bois. Vous avez choisi l'ossaturbois ? Je pense qu'on est plus à l'aise dans une maison en bois. C'est un produit qui est naturel, qui est écologique, qui repousse, contrairement au béton qui coûte quand même très cher à fabriquer. Donc voilà, ça me paraissait assez logique en fait. Merci beaucoup, bon emménagement. Et tout de suite, quelques mots avec le fabricant de la maison. Nous sommes passés à l'extérieur de la maison en compagnie d'Olivier Lang qui est le fabricant. Donc vous êtes spécialisé dans la maison en ossaturbois. Quels sont les avantages de ce type de construction ? Alors ce sont des maisons qui sont déjà très bien isolées. Avec des performances d'isolation qui, pour certaines, dépassent celles qui sont demandées pour la maison basse consommation. Et puis ce sont des maisons qui s'adaptent aussi à des formes d'architecture qui peuvent être totalement différentes. Ce sont ensuite des logiques plus industrielles avec des maisons qui peuvent être construites plus rapidement. On a une relation avec le client aussi qui va être peut-être un petit peu différente du fait de cette préparation du chantier un peu préalablement. Il y a une espèce d'engouement en ce moment autour des maisons en bois. C'est quoi ? C'est le côté écologique, c'est le côté nature, c'est le côté local ? Je crois que c'est un peu tout ça à la fois. Aujourd'hui, on fait des maisons qui sont plus écologiques puisqu'on utilise du bois, mais on utilise aussi des matériaux écologiques pour l'isolation, de la fibre de bois, de la bois de cellulose, donc il y a un engouement écologique derrière. Et puis c'est comme tout, la maison bois ne s'était pas tellement développée, ou en tout cas a mis un petit peu de temps à se développer. L'Alsace est beaucoup construite avec la maison à colombage, donc on connaît. On connaît ce matériau, elle a été un petit peu mis de côté et puis le bois revient en force. Il y a un petit surcoût à la construction et on le rattrape après en termes de chauffage ? C'est pas la maison bois qui coûte plus cher, c'est la qualité de l'isolation qu'on met dedans, la performance de l'isolation. C'est mieux fait, il y en a plus, donc forcément c'est un coût au départ. La petite originalité de cette maison, c'est qu'ils l'ont fait construire, sponsorisé en tout cas. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure avec eux, à participer à ça ? On fait quasiment pas de publicité, c'était l'occasion d'en faire un peu. Et puis on a trouvé l'idée intéressante. Le courant est passé et banco, on a dit ok, on vous suit. Et puis on les a suivis progressivement.
Merci beaucoup. Alors tout de suite, on continue cette émission. On va parler de thermographie. C'était une balade nocturne d'un genre un peu particulier à Vasselonne il y a quelques jours et j'y étais pour vous. Une promenade nocturne à la découverte des curiosités de Vasselonne, architecture, maison, mais surtout déperdition énergétique. Des fuites de chaleur repérées à l'aide de cette caméra thermique, aidant à prendre conscience des faiblesses dans l'isolation et l'étanchéité à l'air d'une maison. Une animation pédagogique organisée par l'espace Info Énergie du pays Bruges-Mossic-Piémont, structure cofinancée par l'ADEME et les collectivités territoriales. On est en train d'essayer d'observer les pertes de chaleur des bâtiments. Donc là, on a un bon client, entre guillemets, un bâtiment peut-être des années 60 ou un collectif. Et donc, on arrive à avoir à la température après les parties qui sont plus chaudes ou plus froides. Donc, ce qui nous intéresse, c'est voir si, bon, il y a un radiateur sous une fenêtre, ça c'est pas une information, mais si jamais les gens de cette copropriété, ils arrivent à envisager un jour des travaux d'isolation, et ben toute cette chaleur qui se perd au niveau des murs, se perdra plus. C'est autant de gains sur leur facture d'énergie. Et après, tout l'art, c'est d'essayer d'amener la chose. Combien ça va leur coûter? Qu'est-ce qui est le plus performant comme travaux? Est-ce qu'il y a des aides? Voilà, c'est un peu le métier qu'on essaie de faire dans les espaces Info Énergie. La sortie est suivie par une conférence sur les questions d'isolation et une analyse des photos. La neige qui reste sur un toit, c'est plutôt bon signe. Ici, par contre, un pont thermique, là, une fenêtre passoire ou un caisson de volet roulant. Une technique qui permet aussi de repérer les pathologies propres à chaque génération de maison. Le fait que le pétrole soit pas cher, ou que les énergies soient pas chères, vient un peu annihiler notre bon sens dans l'art de faire des maisons. Et on a vu des maisons des fois qui étaient plus anciennes, qui s'en tiraient presque mieux, c'est-à-dire qu'elles étaient homogènes au niveau de leur perte d'énergie, à un niveau plus compact, et que les bâtiments qu'on a vus les plus déperditifs, c'était des pavillons des années 70, à l'époque où le fioul coûtait moins de 10 centimes le litre. De nouvelles animations similaires auront lieu courant février et mars. On ne dirait pas forcément comme ça, mais nous sommes ici dans une maison assez révolutionnaire, peut-être une des maisons du futur même. Gilles Guillot, vous êtes le gérant des maisons Vögele, donc vous êtes spécialiste dans les constructions de maisons dites passives, parce qu'ici, donc la caractéristique principale, c'est que finalement, il n'y a pas de chauffage. Oui, en 2008, nous avions réalisé une maison labellisée BBC Finergie en ossature-bois, et j'ai remarqué à l'étude qu'on n'allait pas assez loin dans la démarche. Alors j'ai décidé de réaliser, pour démontrer qu'en Alsace c'était possible, une maison passive écologique. Et par définition, la maison passive écologique, c'est une maison qui est très très sobre en besoins énergétiques, donc une énergie très propre, et c'est celle du soleil. Elle est gratuite et propre. Et on a, pour Chloé, décidé de faire écologique, c'est-à-dire un ensemble de matériaux basés donc sur de l'ossature bois, sur des isolants biosourcés, dans le cadre d'un développement durable et d'une démarche à faible empreinte carbone au niveau de la construction jusqu'à la consommation. Le passif, c'est quelque chose de très connu en Allemagne, en Autriche aussi, mais en France, ça se développe à peine. Ici, c'est une des toutes premières maisons d'Alsace qui est labellisée passive. Voilà, alors on a effectivement, avec plusieurs professionnels du bâtiment, remarqué qu'en France, au niveau des pouvoirs publics, il n'y avait rien réellement qui allait vers le passif, qui est un standard allemand, développé par un physicien allemand qui s'appelle Dr. Feist il y a une vingtaine d'années. On a décidé de créer une fédération française qui se trouve à Saverne, qui a moins d'1 an. Pour être certifié passif, quelles sont les conditions que doivent remplir une maison, par exemple cette maison, Chloé? Les besoins de chauffage annuels doivent être inférieurs à 15 kWm² par an. Et c'est des consommations d'énergie finale réelles. Le deuxième critère, c'est qu'au niveau de l'étanchéité à l'air, il faut avoir un débit de fuite inférieur à 60% du volume chauffé. Ça, il faut savoir que c'est un critère qui est 4 fois plus sévère que le BBC en général. Et le troisième, être très sobre au niveau des énergies totales, donc électroménager compris, inférieur à 120 kW d'énergie primaire. Là, ici, on va beaucoup plus loin, vous le disiez, que le BBC. On va beaucoup plus loin que la RT 2012 qui est actuellement en vigueur. Ici, on est déjà dans des normes qui seront peut-être valables dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Alors, on a conscience que pour protéger la planète, il faut faire plus. Le réchauffement climatique, on a compris que c'était une réalité, que ça allait bien plus vite que ce qu'on avait estimé. Donc, le BBC, c'est une étape pédagogique, ça va dans le bon sens, ça met en place les critères. Par contre, on sait, les pouvoirs publics se sont fourrés
fourvoyer dans une norme compliquée. Le passif, c'est probablement la RT Future 2020. Donc ici, pour revenir un petit peu sur les différentes caractéristiques, donc on l'a vu, on va encore le voir après, donc des murs très épais, un isolant très épais, de l'isolant sous la maison aussi, du triple vitrage. En gros, c'est une enveloppe très soignée, des fenêtres triple vitrage, oui, mais pas n'importe lequel. Notre énergie principale, c'est les apports internes, les individus, la cuisson, les machines à laver et puis le soleil. Donc un vitrage qui bloque le froid mais qui laisse rentrer le soleil. Après, on a une enveloppe aussi qui est étanche à l'air. Le bâtiment, il va réagir à la ventilation. Donc il faut une très très bonne étanchéité à l'air pour pouvoir chauffer sur l'air. Et le chauffage conventionnel, on le supprime. Dernier détail, finalement, on peut dire que vous êtes contre l'étalement de la maison. Enfin, l'idée, c'est aussi de construire plus compact et de pas forcément faire une pièce de 70 mètres carrés parce qu'on a envie. Il y a une évolution de mentalité. Jusqu'à présent, le XXe siècle, on était dans une civilisation de surconsommation, de gabegie énergétique. Et il faut commencer, on est à la croisée d'un chemin. La nouvelle génération, je pense qu'il faut favoriser la sobriété, la compacité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, les maisons mal isolées, en plein hiver, qu'est-ce qui se passe? On chauffe qu'une pièce, 2 pièces. Donc autant au départ avoir des maisons moins grandes mais plus performantes. Toujours pas besoin ni de chauffage ni de gros pulls pour avoir chaud à l'intérieur de cette maison. Marion Stenger, vous êtes architecte spécialisée notamment dans les constructions en bois. Alors quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour construire cette maison ? Alors pour cette maison, on a uniquement utilisé des matériaux écologiques. Donc on retrouve à l'extérieur de la fibre de bois sur lequel on va pouvoir mettre le crépi. Donc de l'extérieur, ça ne se voit pas que c'est une maison en bois. Entre les montantes de l'ossature, donc sur 36 cm, on a de la ouate de cellulose insufflée. Et puis du côté intérieur, on va avoir la laine de bois qui est plus souple, qui permet de pouvoir passer des câblages derrière le placo par exemple. En quoi le bois est écologique? Alors on peut se dire oui, le bois c'est naturel, mais il y a autre chose que ça. Alors le bois c'est une énergie renouvelable puisque le bois repousse naturellement dans les forêts. Donc la forêt en France par exemple se régénère plus qu'on ne coupe de bois. Donc c'est de toute manière durable. Et puis en plus le bois stocke le carbone puisque pour grandir les arbres vont se servir du CO2 et ils l'emmagasinent, ce qui fait que le bois séquestre le CO2, on dit ça comme ça, tant qu'il ne pourrit pas en forêt. Sur 1 mètre cube de bois mis en œuvre, on va économiser 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Et alors l'avantage du bois par rapport au béton par exemple, donc en plus de ce côté écologique, est-ce que c'est plus cher, c'est moins cher, c'est local, ça permet plus de choses en termes d'architecture? Alors construire en ossature bois, effectivement, c'est un peu plus cher, forcément que construire en béton ou en brique. C'est une mise en œuvre plus complexe puisqu'on a différentes couches à respecter. Après également, il y a la mise en œuvre pour l'étanchéité à l'air qui est plus complexe avec des murs en niton ou en béton, ça va être beaucoup plus simple. En bois, c'est vraiment une manière de faire qu'il faut maîtriser. Vous avez choisi ce côté écologique partout, que ce soit dans la peinture des murs, dans l'isolation du sol? Oui, tout à fait. Oui. Donc on a des murs qui sont peinture éco-labellisée. Ensuite, on va retrouver un placo Impact Activaire qui absorbe les COV, donc qui sont les composants organiques volatiles qu'on retrouve dans l'air. Le fait qu'il n'y ait pas de fondation, ça permet aussi d'isoler plus directement la maison? Tout à fait. Dans ce cas-là, on est directement posé sur le sol. On a l'isolant qui va remonter sur les bords, et donc ce qui permet d'avoir une continuité entre les murs et l'isolant qui est sous la dalle. Donc ça évite vraiment tout contact direct avec le sol et tout pont thermique. Est-ce qu'en Alsace aujourd'hui, c'est des techniques qui sont connues, ou est-ce qu'il faut chercher vraiment les artisans qui sont spécialisés dans ce type de construction? Le gros problème, c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout formées à la construction passive. Donc en France, on découvre ça. Donc il faut être très attentif sur le chantier, toujours être, même que ce soit l'électricien, le sanitaire, à chaque stade de la construction, il ne faut pas percer dans les murs ou n'importe comment pour garder l'étanchéité à l'air. Donc c'est très compliqué. Et puis le moindre détail doit être bien géré pour que le système de la maison passive puisse fonctionner. Merci beaucoup pour vos explications. Il n'y a pas de quoi. Tout de suite, c'est l'élémentaire de la semaine. On parle de panneaux photovoltaïques et on se retrouve juste après. Bon,
La grisaille, il suffit. Parlons soleil. Tous les jours, notre ami soleil nous procure de l'énergie gratuite. Enfin, quand il ne pose pas de RTT ou quand il n'est pas en congé maladie ou en vacances de l'autre côté de la Terre. Bref, donc cette énergie, ce rayonnement solaire, quand Monsieur daigne nous en faire profiter, elle peut être récupérée par des panneaux solaires photovoltaïques qui la transforment en énergie électrique. Le courant produit est un courant continu qui est transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. Si l'on met des panneaux sur son toit, on peut donc la revendre au réseau et même gagner un peu d'argent. Dit comme ça paraît tout simple, sauf que il faut quand même un toit suffisamment pentu, plutôt orienté au sud et suffisamment grand. Et puis si l'installation procurait une rente plutôt intéressante aux premiers investisseurs, les prix de rachat ont été brusquement abaissés il y a 2 ans. Patatras. Et vu le prix de l'installation, il faut un petit moment pour rentabiliser l'affaire. Le gouvernement vient cependant d'annoncer une bonification de 5 à 10% des tarifs de rachat de l'électricité quand les panneaux sont d'origine européenne, de quoi redonner un petit coup de pouce à une filière nationale mise à mal par les baisses de tarifs et la concurrence notamment chinoise. En 2 ans, 14 500 emplois, soit la moitié du secteur, ont été détruits. Allez, il n'y a plus qu'à sortir le soleil de sa retraite élémentaire. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur le www.alsace20.tv comme tous les autres hebdos du DD. Et nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Salut!